Je suis personnellement confiant à l'avenir de notre pays, car l'impossible n'est pas congolais. Nous devons changer notre façon de gouverner et d'être gouvernés en République démocratique du Congo. Nous devons changer notre façon de gouverner et d'être gouvernés en République démocratique du Congo. En tant que citoyens de la RDC, nous devons promouvoir d'abord l'unité nationale et le nationalisme congolais. L'avenir heureux de la RDC réside incontestablement dans la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, le respect de la Constitution et dans la tenue d'élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Nous voulons un mouvement de gens intègres, propres, qui prêchent par l'exemple. Alors, est-ce qu'on peut parler donc d'élections dans un pays qui nous occupe de façon? Ne faudrait-il pas se mettre autour de la table et essayer d'examiner, non pas simplement au niveau des nationaux, mais en ayant certaines personnes, vous demandez qui est derrière moi. Mais il n'y a pas que moi, il y a plusieurs personnes, en ayant d'autres personnes de la communauté internationale qui se mettraient autour de la table pour nous aider à ce que nous puissions peut-être nous débarrasser de ce que nous ne voulons pas donc, comme régime donc, au pays. C'est des questions que nous devons nous poser. Alors, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui sont très impliquées donc, dans les discussions sur le dialogue. Ces personnes disent, si on pouvait libérer le pays autrement par la force, on l'aurait fait. Mais si on ne peut pas le faire ou n'a pas réussi à le faire, allons au dialogue, mais mettons les préalables pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Ces préalables, c'est quoi? Le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels et la facilitation internationale pour que l'accord qui sortirait entre les différents participants au dialogue soit opposable à tous et qu'on soit à mesure donc de monitor sa mise en œuvre avec des témoins qui seraient donc la communauté internationale. Si nous sommes un pays véritablement souverain ou pas, est-ce qu'on peut mettre un programme de développement tel que je présente dans un pays qui n'est pas entièrement souverain? Et la souveraineté se définit de différentes façons. Je peux dire que le point de départ, là où nous sommes d'accord, c'est que je considère que la mise en œuvre d'un programme réussi de développement économique doit être assise sur la paix, sur un environnement de sécurité, et le programme doit être mis en œuvre par des nationaux qui s'intéressent véritablement au bien-être de leurs concitoyens d'abord, mais également à l'avancement donc, de leur pays. Alors, quand vous soulevez la question de telle personne, s'il est congolais ou il n'est pas congolais, c'est souvent des questions qui sont délicates. Moi, je ne saurais pas définir donc, dans cette salle qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc, si je monte même au niveau donc, de toute la hiérarchie au niveau du Congo, c'est très compliqué. J'ai même vu des Congolais parfois, au niveau de nos autorités, des vrais Congolais de souche comme vous et moi. Mais quand ils vous sortent certaines choses, certaines idées, vous vous demandez, mais d'où ça vient ce genre d'idées-là? Vous écoutez Dr Noël Tchiani. Il est l'autorité morale du mouvement pour le changement. La gouvernance pourrie aujourd'hui, comment est-ce que je la vois? Vous allez pour obtenir n'importe quel service public. Vous devez, moi j'ai vécu une situation qui est assez particulière. J'ai une parcelle qui, quelqu'un donc a pu prendre cette parcelle-là comme ça, et maintenant pour essayer de la récupérer pour aller au tribunal, je suis allé à Kinshasa. Mais j'arrive au niveau des officiels du ministère, le palais de la justice, c'est ça, au palais de la justice, là, en face du ministère des Affaires étrangères. Mais j'étais surpris qu'un officiel, au niveau des premiers présidents de cette cour-là, qui me dit, vous me donnez un pourcentage de la valeur de la parcelle. Je lui dis, monsieur, je ne vous donne pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça prendra autant de temps que ça prendra, mais cette parcelle, elle est la mienne, j'ai les documents de propriété, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne vous donnerai pas cet argent-là. Donc, la mentalité doit être purement et simplement changée. Alors, moi, je résume donc les causes en manque de vision, manque de leadership compétent, intègre, visionnaire, la mauvaise gouvernance qui s'est installée, et il y a aussi maintenant toutes ces interférences avec les communautés étrangères. Des gens qui ne veulent jamais que le Congo puisse donc se libérer de la façon... qu'ils puissent donc se libérer donc, de certaines influences donc, étrangères. Donc, il y a des firmes internationales, et ainsi de suite. Mais moi, je considère que le point de départ aujourd'hui, c'est le Congolais lui-même.
Parce que vous avez des rébellions. Toutes ces rébellions-là, ça vient d'où? Ça vient des Congolais qui sont manipulés. Vous ne trouverez pas donc un Belge qui vient avec des cheveux gris et qui arrive là-bas et qui est rebelle. On trouve toujours nos frères qu'on manipule. On leur dit, vous allez devenir ceci, vous allez devenir... Et ils se mettent donc dans la rébellion et la guerre commence. Donc, le mental du Congolais, la conscience congolaise, c'est pour ça que je parle de la maison de l'agriculture congolaise, le patriotisme congolais. Il va falloir qu'on puisse rééduquer nos gens pour qu'ils puissent savoir qu'avant toute chose, le Congo d'abord, le Congolais d'abord, le reste après. Vous aurez donc un Congolais de souche qui est élu et qui est investi président de la République le 20 décembre 2016. À partir donc de ce jour-là, j'estime que l'exemple viendra donc d'en haut et on pourra commencer à mettre en place un véritable état de droit. Si chacun de nous se charge de mobiliser 100 personnes, si ces 100 personnes font la même chose, on aura atteint tout le monde et il y aura tellement de l'engouement pour participer donc aux élections que si on connaît que telle personne donc a gagné, je peux vous assurer que la communauté internationale aura beaucoup de difficultés à ne pas reconnaître les efforts qu'on aura donc fournis donc dans ce domaine. Et les observateurs tels que l'Église catholique et d'autres pourront aussi attester donc qu'il y a eu certainement donc une victoire donc de tel camp sur le reste. Et on espère qu'à travers ce mécanisme donc il peut y avoir respect de la Constitution et début donc du renforcement donc du processus donc démocratique en RDC. Je suis allé à la SNEL à Kinshasa. C'est sur le boulevard, c'est sur l'avenue de la Justice, non? Au croisement de la Justice avec Matete, là. Je suis entré dans la SNEL là-bas. Mes amis, moi, j'étais scandalisé parce que on est entré dans le bâtiment de la SNEL, mais le couloir, là, il n'y avait pas d'électricité. Alors, s'il n'y a pas d'électricité donc à la SNEL, c'est que vraiment, nous sommes en difficulté. Donc, je crois que nous devons faire tout ce qu'il faut pour arriver à régler ces problèmes-là qui concernent donc la population. Et c'est des choses, c'est des choses essentielles, quoi. C'est le minimum possible pour que l'homme ou l'être humain puisse vivre correctement. Aujourd'hui, l'État congolais n'existe que de nom. Il faut le restructurer pour qu'il se mette au service du pays et aussi au service de la population. La démocratie existe bel et bien sur papier en République démocratique du Congo. Je dis bien sur papier. Mais nous n'avons pas besoin d'une telle démocratie qui n'en est pas une en réalité. La démocratie a besoin d'être renforcée dans la pratique et dans le comportement des gouvernants, mais aussi des gouvernés. La démocratie ne peut pas fonctionner dans un pays avec plus de 600 partis politiques, ethniques ou familiaux, sans assise nationale ni vision de développement réel pour le pays. Il faudra qu'il y ait un état de droit pour que, quand quelqu'un est corrompu, il est puni conformément à la loi. Je voudrais vous inviter à vous rappeler qu'au mois de juin, le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, a transmis, je crois, une liste, c'était au tribunal, non, au procureur général de la République, où il y avait des gens qui étaient supposés être donc de mauvais garçons, en quelque sorte, de mauvaises personnes, sur lesquelles il fallait faire des investigations. Depuis ce temps-là, on n'a plus rien entendu. On n'a rien entendu. Alors, si vous ne prêchez pas par l'exemple, vous utilisez simplement donc ce que j'appelle donc les effets d'annonce. Et puis après, l'idée meurt d'elle-même. Les gens ne sont pas naïfs. Ils réalisent bien que s'il est corrompu aujourd'hui, il n'y a rien qui va lui arriver et la mentalité va continuer. Mais le jour que celui qui est assis à ma droite, il est corrompu donc pour $10 et on l'amène au tribunal et moi, je ne peux pas intervenir. Je lui dis simplement, vous savez quoi, c'est l'état de droit. Ce jour-là, quand tout le monde va savoir que mon voisin à moi est puni conformément à la loi, l'autre voisin fait encore la même chose, elle est soumise donc à la même chose, vous allez voir que tout le pays va en parler et il y aura un changement de mentalité. Il faut prêcher par l'exemple. Nous avons manqué ce genre d'initiative-là. Vous écoutez Dr Noël Tchiani. Il est l'autorité morale du mouvement pour le changement en RDC. C'est de la RDC que provient aujourd'hui le coltan, qu'on utilise pour fabriquer divers appareils électroniques tels que les smartphones que nous avons tous et le iPad. La RDC est donc un pays stratégique dont les matières premières ont servi au développement industriel du monde occidental et qui a tous les ingrédients pour sa propre industrialisation. Vous me suivez? Le pays a une capacité de production de l'énergie hydroélectrique
de 100 000 mégawatts, dont seulement moins de 1000 sont utilisés aujourd'hui. 100 000 mégawatts. Sur ces 120 millions d'hectares de terres arables, seulement 5% sont utilisés aujourd'hui. Le pays a un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée de 24 000 milliards de dollars, dont à peine une trentaine de minéraux sont exploités. Il détient les réserves des forêts qui s'étendent sur 135 millions d'hectares et sont les plus importants dans le monde après le Brésil. Il a d'importantes réserves de pétrole, dont les quantités et les niveaux ne sont pas encore connus de façon exhaustive, comme le démontre d'ailleurs la récente découverte des signes d'existence de pétrole dans le parc de Virunga. Il a aujourd'hui une population de 79,4 millions d'habitants qui est projetée à 189 millions d'habitants en 2050. Avec toutes ces ressources naturelles et humaines, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent africain et l'un des principaux vecteurs de sa croissance économique. La question fondamentale que vous et moi, en tant que Congolais, nous devons nous poser est la suivante. Comment s'assurer que les revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles favorisent le développement économique, social et humain profitant à tous les Congolais? Vous le savez, plus de 45 à 60% des ressources budgétaires de la RDC proviennent de l'aide extérieure. Cette situation-là n'est pas soutenable. Vous ne pouvez pas vous développer en vivant de la mendicité internationale. Nous devons mobiliser des ressources intérieures. Nous devons donc combattre la corruption pour récupérer les 85% des ressources naturelles dont je vous ai parlé au début, qui n'entrent pas dans le budget national. En le faisant, en récupérant ces revenus perdus, le budget annuel pourrait s'élever dans un premier temps, pendant les 4 prochaines années, à peu près à 20 milliards donc, de dollars en moyenne, et à partir de la 5e jusqu'à la 15e année, à 72 milliards donc, de dollars. La RDC a besoin d'un changement qui ne viendra pas en recyclant aux commandes des affaires de l'État les mêmes personnes dont nous connaissons les politiques ou bien les recettes et les résultats médiocres qu'ils ont réalisés. Le changement viendra avec de nouveaux leaders ayant une nouvelle vision de développement du pays. Et par nouveaux leaders, j'entends des personnes propres, intègres, expérimentées, compétentes et visionnaires qui n'ont jamais participé à la corruption, au pillage de nos richesses, à la mauvaise gouvernance et surtout à la destruction de notre pays. Je peux vous le dire sans hésitation devant vous. Moi, je n'ai jamais été corrompu. Mais rares sont les hommes politiques congolais. Des chefs d'État, des premiers ministres, des gouverneurs de province, des mandataires publics ou des hauts fonctionnaires de l'État qui peuvent en dire autant. Je suis personnellement confiant à l'avenir de notre pays, car l'impossible n'est pas congolais. Ensemble, faisons cause commune dans la paix, avec amour du prochain et sans vengeance. Créons au cœur de l'Afrique une nouvelle République démocratique du Congo, un pays, comme le dit notre hymne national, plus beau qu'avant, et où la force du changement habite chaque citoyen. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Si on a des moyens, on a la volonté politique, on peut mettre en œuvre ce programme à l'espace de 15 ans. Il y a des gens qui me posent la question de dire, mais 15 ans, ça fait 3 mandats, donc vous êtes en train de préparer le glissement. Je leur dis, non. Ceci est une vision de développement. La vision de développement peut être mise en œuvre pendant 4, 5, 6, 7, 8, 10 mandats pendant 100 ans. Par exemple, Paris n'a pas été construit en un mandat. Mais il y a eu une vision de développement des gens qui ont conçu. C'est comme cette carte-là. Si on n'arrive pas à la mettre en œuvre pendant 5 ans ou pendant 10 ans, il y a des gens après nous qui vont continuer. Déjà, mon souhait serait que, quand je parle des disciples, nous sommes dans notre mouvement, on a des gens qui sont très impliqués donc dans ça. À supposer que l'un de nous soit chef de l'État et qu'il ait 5 ans renouvelables une fois et qu'il parte. Mais si on a tellement bien travaillé, l'objectif, ce serait que ce mouvement gagne encore les élections.
il y aura quelqu'un d'autre qui prend le flambeau et qui continue à mettre en œuvre la vision. Ça va continuer ainsi de suite là. Donc, il ne faut pas lier les mandats comment ça s'appelle, des gouvernants à la mise en œuvre donc, de la vision, parce que c'est une vision à long terme